Allez, c'est parti pour cette vidéo, mec. Je suis vraiment à l'ancienne ici avec mes notes imprimées. Euh, De quoi on parle aujourd'hui, mec? Sérieusement, 5 choses à savoir avant de travailler dans le private equity ou le capital risque. Beau sujet. Très bien, cette vidéo peut littéralement vous éviter des années d'erreurs de carrière. C'est vraiment important de savoir dans quoi vous vous lancez. Et cette vidéo n'est pas seulement pertinente pour les personnes qui disent «Je veux absolument me lancer dans le private equity» ou «me lancer dans le capital risque». C'est en fait pertinent pour toute personne qui veut gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Parce que tôt ou tard, ce que vous allez devenir, c'est un investisseur. À un certain moment, vous allez arrêter de proposer des services, vous allez commencer à travailler avec du capital, à allouer du capital, à faire travailler l'argent pour vous. Voici ce que vous ferez à l'avenir si vous êtes ambitieux. Donc cette vidéo est vraiment pertinente pour toutes les personnes ambitieuses et je suis très heureux de vous avoir sur ma chaîne. Alors, allons-y tout de suite. 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans le capital investissement et le capital risque. Petite précision, je n'ai jamais travaillé dans le capital investissement de toute ma vie. À moins que vous ne considériez le capital risque et le venture building, qui est ce que je fais. Le venture building est comme un petit sous-ensemble de ce que vous pouvez faire dans le domaine du capital risque, lui-même un sous-ensemble du capital investissement, ce qui est techniquement le cas. Donc j'ai le droit d'être ici et d'en parler. D'accord? Donc 5 choses que j'aurais aimé savoir, et plus encore bien sûr. J'ai une multitude de personnes que j'ai coachées par le passé, qui sont de bons amis, etc., qui travaillant dans des fonds prestigieux comme Blackstone, KKR, et ainsi de suite. Aussi, dans l'autre camp, j'ai beaucoup de personnes du capital risque avec qui j'interagis au quotidien dans le cadre de mon travail, ou même que j'ai aidé à obtenir leur emploi. Voilà donc mon avis. Tout d'abord, le choix du fonds fait une grande différence, bien plus que de choisir le cabinet de conseil en management ou la banque d'investissement. D'accord? Si tu débutes, que tu viens d'être diplômé et que tu rêves d'aller dans le conseil ou la banque. Ensuite, c'est vrai que ça fait une petite différence ici et là au niveau de la culture, de la spécialisation, selon la société de conseil ou la banque d'investissement que tu choisis, par exemple. Mais en même temps, pas tant que ça, non? Je veux dire, si tu es chez BCG ou si tu travailles chez McKinsey, ce sont essentiellement des personnes différentes. Et c'est tout, en fait. Il n'y a qu'une différence limitée. Alors qu'en private equity, ça fait une énorme différence. Tu as des méga fonds, tu as des boutiques mid-market, tu as des fonds mid-market, tu as des fonds qui se concentrent principalement sur les situations de détresse, ils se concentrent sur la restructuration, l'investissement de retournement, tu as des fonds qui sont principalement axés sur la croissance, axés sur les LBO. Il y a un univers immense de possibilités. Premièrement, un fonds peut être défini en fonction du type de stratégie de private equity qu'il suit, du type d'investissement qu'il réalise, et aussi en fonction de la taille du fonds. Et cela fait à nouveau une très grande différence, surtout en termes de charge de travail, parce que si vous êtes dans l'un de ces méga fonds, la concurrence devient extrêmement forte. Et en gros, toute l'équipe travaille jour et nuit pour trouver des moyens de justifier certaines opérations ou de dégager de la valeur sur certaines opérations à l'étude. Et il n'y a qu'un potentiel limité pour le carry d'interest, donc tout le monde essaie de maximiser son carry, tout le monde travaille dur, 80 à 100 heures par semaine, et c'est vraiment éprouvant. Alors que dans les fonds de taille moyenne, il y a moins de concurrence, les réseaux sont plus solides, tu vois, je veux dire. Si tu es dans l'un de ces fonds en Allemagne, par exemple, tu as ton vivier de clients potentiels, des personnes avec qui tu échanges au quotidien. Certains, tu sais, directeurs généraux de PME, par exemple, et donc ça rend les choses un peu plus faciles. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est meilleur. Donc, pour faire court, cela fait une grande différence selon le fonds avec lequel tu vas travailler, selon l'entreprise avec laquelle tu vas travailler, que ce soit dans le capital investissement ou le capital risque. Alors, fais tes recherches et consulte, tu sais, des forums comme Wall Street Oasis, d'accord,
où il y a énormément de discussions à ce sujet. Comment est la culture de travail dans ce fonds? Quel équilibre entre vie professionnelle et privée et quelles transactions réalise-t-il? C'est important. Deuxième point, il est extrêmement difficile d'entrer dans le capital investissement ou le capital risque sans expérience préalable en banque d'investissement, en conseil en gestion ou sans de solides références dans une start-up aujourd'hui. Pour le capital investissement, c'est très évident. Ces personnes veulent des associates, des gens capables de manipuler les chiffres, n'est-ce pas? Qui sont capables d'analyser des transactions, de les modéliser, de déterminer s'il est possible d'en extraire de la valeur. Donc, ils ont besoin de personnes capables de gérer les chiffres avec beaucoup d'aisance. Avec beaucoup d'aisance. Donc, la plupart du temps, ils vont chercher des banquiers d'investissement, d'anciens banquiers d'investissement, des analystes en banque d'investissement et parfois aussi des consultants en management. Mais ce que j'observe, c'est que les fonds de capital investissement ont tendance à recruter des banquiers d'investissement. Maintenant, si c'est un fonds de capital investissement qui est fortement axé sur la création de valeur, tu vois. Donc, pour aider l'équipe de direction, par exemple, à concevoir une nouvelle stratégie de croissance, alors ils vont recruter des consultants en management, parce que c'est ce que font les consultants en management. Ils conseillent la direction des grandes entreprises. Pour le capital risque, en revanche, le conseil en management n'est pas aussi pertinent. Parce que, je veux dire, ce n'est pas vraiment ce que vous faites avec une start-up. Vous n'avez pas l'expérience en modélisation qu'un banquier d'investissement aura, et vous non plus. Vous ne pouvez pas défendre l'argument «je donne des conseils aux entreprises», parce que vous ne donnez pas de conseils aux entreprises. Une start-up était quelque chose de totalement différent d'une grande entreprise multinationale. Donc votre atout de consultant ne s'applique pas vraiment ici. Maintenant, est-il impossible d'entrer dans ce domaine en étant consultant en stratégie? Non, bien sûr que non. Tout dépend de la façon dont vous vous positionnez. Je vous donne simplement cette information. Pour les fonds de capital risque, ce sont de préférence des banquiers d'investissement. Principalement pour les fonds qui sont fortement axés sur l'analyse quantitative, donc des fonds à un stade plus avancé, et d'un autre côté, d'anciens fondateurs. Parce que quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui, d'une certaine manière, est aussi votre client? Qu'il travaille pour vous. Donc maintenant, vous changez de camp, vous n'êtes plus dans votre ancienne start-up, vous avez obtenu des financements, vous en avez reçu, et maintenant vous changez de camp, c'est vous qui donnez les financements. Et vous savez exactement ce que la personne en face de vous veut. Donc c'est super. Donc ça, c'est le point numéro 2. Passons au numéro 3. Malheureusement, vous n'allez pas être celui qui prend les décisions, du moins au début. Donc certaines personnes ont l'impression ou rêvent qu'elles vont rejoindre l'un de ces fonds et qu'elles seront celles qui mènent les transactions. Et en fait, à la fin, être celui qui dit «Ok, allons-y les gars, c'est une super affaire. Nous allons gagner des millions et nous allons nous asseoir sur des yachts, boire du champagne et avoir des conversations inspirantes». Ce n'est pas comme ça que ça se passe au début. Tu n'es qu'un tout petit rouage dans une grande machine, tu fais tes analyses. Voyons, mais ce n'est pas vraiment toi qui prends la décision. Au final, ce seront toujours les associés qui décideront, et parfois même au sein de la structure des associés. Tu as des associés très expérimentés qui, d'un seul mot, peuvent pratiquement balayer la vie de tous les autres associés. Et tout le monde est pour l'affaire, mais ce type-là dit non. Et alors tout le monde dit d'accord, patron. Donc malheureusement, c'est comme ça dans certains cabinets. Alors ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas toi qui prends les décisions, mais tu pourras peut-être les prendre un jour. Et si tu travailles dans un cabinet plus petit, un fonds de private equity plus petit, un fonds de capital risque plus petit, bien sûr, tes chances d'être celui qui prend les décisions sont exponentiellement plus élevées. Maintenant, cela dit, on parle beaucoup de private equity et de capital risque tout le temps. Regarde ma vidéo Private Equity versus Venture Capital. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, sur cette même chaîne. Cette vidéo offre un bon aperçu des principales différences. Je pourrais en faire une autre plus détaillée plus tard, mais celle-ci sert d'introduction, alors regarde-la. Private Equity contre Capital Risk maintenant. Point numéro 4.
Cela peut être difficile et c'est particulièrement vrai pour le capital risque. Il peut être difficile de passer du poste de senior associate ou de responsable d'investissement à celui de principal. La plupart du temps, on appelle cela principal, donc quelqu'un qui est à un poste similaire à celui d'un associé junior. On pourrait dire que faire ce saut est extrêmement difficile. Certaines personnes se disent qu'elles vont débuter analystes dans ce fonds de capital risque, puis devenir associées. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce que ce qui manque à la plupart des gens, c'est une expérience approfondie du secteur. Même si vous êtes analyste ou associé et que vous travaillez sur un sujet précis, en vous concentrant sur un secteur particulier, il est parfois difficile d'acquérir une connaissance vraiment approfondie de l'industrie. Et c'est ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante, de devenir réellement quelqu'un qui est associé junior ou associé dans l'entreprise. J'ai des amis ayant travaillé dans des fonds de capital risque et qui sont allés loin. Ils ont été responsables d'investissement, des personnes qui allouaient des capitaux à différentes startups. Mais ils n'ont pas pu franchir cette étape suivante, devenir associé ou, en tant qu'associé junior, accéder à un poste de principal au sein du fonds. Et ce qu'ils ont fait la plupart du temps, c'est qu'ils sont passés dans l'industrie. Donc ils sont allés soit dans des startups, le plus souvent des startups plus matures, soit dans des rôles stratégiques chez de grands acteurs du secteur pendant quelques années pour acquérir cette expertise sectorielle approfondie. Et ensuite, comme prochaine étape, ils reviennent au fond. Donc c'est quelque chose dont il faut être conscient. Et le dernier point est en quelque sorte un point en deux volets. Tout d'abord, vous n'êtes pas complètement indépendant. Ensuite, vous ne deviendrez pas milliardaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, certaines personnes se lancent dans le domaine et pensent que, vous savez, maintenant, ils sont au sommet de l'humanité. Donc, c'est vous qui prenez les décisions. Vous savez, vous donnez de l'argent aux personnes à qui vous voulez en donner. C'est tout. Vous êtes le roi, pas comme nous. Un prestataire médiocre comme ces banques d'investissement ou cabinets de conseil, mais ici, c'est vous le patron. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que, malheureusement, l'argent que vous donnez aux autres n'est pas votre argent, n'est-ce pas? C'est l'argent des LP. Donc, vous avez les gros bonnets derrière vous et ce sont eux qui vous donnent l'argent à la base. Donc, imaginez si cet argent n'est pas bien investi, vous avez un problème. Vous savez, ces gars-là ne seront probablement pas contents de ça. Alors, souvenez-vous que si vous êtes dans le monde de l'investissement, la plupart du temps, c'est l'argent des autres. Et oui, bien sûr, vous gagnez correctement votre vie avec ça. Je veux dire, vous avez vos frais de gestion, vous avez votre carried interest, vous gagnez de l'argent lors des sorties en capital risque, c'est beaucoup d'argent. Mais vous savez, vous n'êtes pas le roi du jeu. Il y a d'autres personnes qui sont capables d'exercer de la pression lors des comités importants, lors des réunions importantes. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, d'un autre côté, la deuxième chose que j'ai dite, vous n'allez pas devenir milliardaire. C'est un peu simplifié. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce jeu de capital risque et de capital investissement, en tant que membre d'un fonds, vous pouvez très bien gagner votre vie. Je veux dire, vous pouvez gagner des millions et des millions et des millions. Mais si vous rêvez de gagner des milliards et des milliards et des milliards, il vous faudra créer votre propre structure. Maintenant, être fondateur, au sens large, peut vouloir dire créer une start-up high-tech ou votre propre fonds, n'est-ce pas? Vous recrutez toujours plus de partenaires dans le fonds qui grandit et devient énorme, le prochain Blackstone, peu importe. Mais dans le cadre de cette structure de fonds, vous allez très bien gagner votre vie, mais vous ne ferez pas fortune, vous savez, simplement parce que votre part de propriété dans ce dans quoi vous investissez est très faible. Donc c'est amusant de regarder par exemple Facebook, la façon dont il a progressé à travers les différentes étapes de financement. Et à la fin, vous savez, Mark Zuckerberg a gagné. Mark Zuckerberg a gagné X% de X de Facebook. Puis il y a les premiers investisseurs, combien de pourcentage ils ont gagné. Et c'est déjà une toute petite part. Et maintenant, il faut se rappeler que pour cette toute petite part que vous possédez, ce n'est pas comme si tout vous appartenait, n'est-ce pas? Cet argent est distribué aux différents investisseurs commanditaires. Donc, ce sont les premières personnes qui peuvent récupérer leur argent parce que vous investissez leur argent en premier lieu. Maintenant, ce qui reste de cela est distribué au sein du fonds de capital risque aux différents partenaires.
Et vous pouvez imaginer, vous savez, vous gagnez toujours des millions, mais ce n'est pas comme si vous alliez devenir le prochain milliardaire. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et si vous êtes intéressé à la fois par le capital investissement et le capital risque, que vous voulez en savoir plus sur ces deux domaines, comment ils diffèrent et ce qui vous conviendrait le mieux, alors regardez ma vidéo Capital investissement contre capital risque, dont le lien est ici. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, mec. Salut!